Un vagabond sans lever de soleil se faufile à travers le cœur bondé d'une cité de soleil et trouve la seule chose que tout le cosmos respecte, un puits plus profond. La capture n'a jamais lieu par une poignée de mains polies à deux corps, quelque chose doit voler de l'énergie. Dans un amas stellaire nucléaire rempli de vieilles étoiles rapides et de filaments de gaz, le monde errant est bousculé par des quasi-collisions, enveloppé par la traînée d'un plasma ténu, ou arraché à un compagnon lors d'une échauffourée chaotique à trois corps. Le résultat est une ellipse folle, fine comme une aiguille, autour du moteur sombre au centre de la métropole stellaire, une orbite si étirée que la majeure partie du temps se passe loin, dans les faubourgs silencieux, avec un plongeon fulgurant qui rase dangereusement le rebord invisible. Sur un tel trajet, les nombres cessent de ressembler à de l'astronomie et commencent à ressembler à de la chorégraphie. Imaginez un demi-grand axe de 100 unités astronomiques autour d'une masse centrale de 4 millions de soleils, la période est de quelques mois, non de millénaires, car la gravité s'échelonne avec la corpulence centrale. Laissez l'excentricité grimper à 0,99 et le péricentre se niche près d'une unité astronomique juste au-delà de la limite où les marées commenceraient à déchirer un corps de classe terrestre en gravier. À chaque boucle, le péricentre avance de plusieurs dizaines de degrés grâce à la relativité générale, traçant une rosette dans l'espace, une rose esquissée par la dilatation du temps. Si le tourbillon central porte un moment angulaire, la traînée de référentiel, effet Lance-Tyring, torsionne aussi le plan orbital, signe subtil de l'espace-temps que le cœur n'est pas seulement lourd mais tournoyant. La vie à la surface, s'il existe une surface, devient un séminaire de physique. Loin de l'abîme, le voyageur est un monde de l'espace profond, des cieux sans étoiles, une température fixée par la chaleur interne et toute couverture qu'il transporte. Les atmosphères épaisses d'hydrogène piègent étonnamment bien la chaleur géothermique, et le pétrissage de marée à chaque passage rapproché ajoute des impulsions d'énergie qui se propagent comme des battements cardiaques planétaires. L'intensité de ce pétrissage dépend de l'élasticité et de la dissipation du monde, les mêmes ingrédients qui enflamment Io, lune de Jupiter, mais à une échelle démesurée par le contraste de masse. Les roches fléchissent, les failles rampent, les manteaux s'animent, et sur un globe glacé, des océans sous haute pression peuvent enfler sous une carapace de glace, puis regeler un peu entre les battements du péricentre, écrivant une dent de scie climatique dans la croûte. La plongée est un univers différent. Le ciel s'éclaire non pas d'un soleil mais d'un halo lumineux et asymétrique, le gaz le plus interne du maelstrom central. Les rayons X et l'ultraviolet dur montent en flèche lors des sursauts d'accrétion, les particules chargées rugissent le long des lignes de champs magnétiques, le cercle noir au centre porte un mince anneau de lumière lentillée, promesse déformée que tout ce qui est lumineux derrière lui a été courbé. La radiation dévore la chimie au petit déjeuner. Les atmosphères se gonflent, les couches supérieures se voilent, les molécules se fracturent et se recombinent en bouillons photochimiques qui font pleuvoir des hydrocarbures. Si le monde porte un champ magnétique, son mouvement à travers le plasma magnétisé en fait un inducteur unipolaire géant, entraînant des courants qui se referment dans la gaine environnante et enflamment des ovales auroraux avec des énergies qui font paraître les spectacles joviens comme une lueur de bougie. Le péricentre est à la fois une saison des tempêtes, une saison électrique et une saison géologique. La survie du globe dépend du fil du rasoir entre la gravité et la résistance des matériaux. Le rayon de marée pour un corps de masse terrestre près d'un monstre de plusieurs millions de masses solaires est de l'ordre d'une demi-unité astronomique, en deçà, la planète se démaille en un flot. Aller trop loin et les débris deviennent un ruban lumineux, enroulé en un anneau serré par la gravité différentielle, chauffé par choc là où le courant s'intersectait lui-même, puis saigné dans l'écoulement interne sous forme de poussière et de gaz, un hors-d'œuvre pour le four central. Frôlé juste à l'extérieur et le monde survit pour boucler à nouveau, perdant un peu d'énergie orbitale à chaque fois dans ses propres marées et dans les interactions avec le milieu ambiant. Au fil de nombreux circuits, l'ellipse en aiguille se raccourcit et s'épaissit vers une trajectoire plus serrée. Pour les petits corps, ce processus est glaciaire, mais la direction est à sens unique à moins qu'un autre coup de pouce n'intervienne. La détection est un jeu de patience et d'ingéniosité. Il n'y a pas d'étoile haute à atténuer par transit, pas de lumière solaire réfléchie pour clignoter à l'opposition. À la place, les astronomes chercheraient des éclaircissements infrarouges périodiques lorsque la surface ou l'atmosphère est chauffée à l'approche maximale, des sursauts submillimétriques ou radio issus d'aurores alimentées par induction, de faibles arcs de poussière transitoires si des glaces volatiles se sublimant et se condensent en anneaux qui luisent sous certains angles de vue. Le minutage de ces flambées, conjointement à leur dérive d'horloge relativiste à mesure que le péricentre précesse, trahirait la masse et le spin de l'attracteur central.
Dans un cœur bien surveillé et le centre-ville animé de cet univers îlot, l'astrométrie de précision pourrait même saisir l'attraction gravitationnelle d'un corps de masse planétaire sur des particules test voisines, comme les célèbres étoiles, et cartographie la gravité centrale mais à des échelles plus petites. La chimie sur un nomade capturé s'écrit à l'extrême. Sans lever quotidien, le climat par défaut est stratifié et lent, mais le péricentre injecte des oxydants, des nitriles et des radicaux qui ne voient jamais l'équilibre. Sur un monde rocheux, des mares de magma éruptées par les marées peuvent se vitrifier entre les passages, préservant des couches comme des cernes d'arbres qui encodent le rythme de chaque plongée. Sur un colosse de glace, des nuages de méthane pourraient ensemencer une neige d'hydrocarbures qui est effacée à la prochaine passe du fourneau, un cycle de resurfaçage périodique qui peint les latitudes selon la phase orbitale. Si une épaisse enveloppe d'hydrogène existe, l'élargissement de pression et l'absorption induite par collision peuvent réchauffer la troposphère profonde à des températures habitables même dans la nuit cosmique. Ajoutez la puissance de marée et vous obtenez un laboratoire pour une vie qui ignore les soleils et vénère la gravité. L'habitabilité ici n'est pas une prairie douce sous un ciel bleu, c'est un océan sombre sous la glace, tenant son propre calendrier au rythme de l'espace-temps. La dynamique dans le quartier central de l'archipel d'étoiles ne se repose jamais. La relaxation résonante secoue les orientations orbitales à mesure que les étoiles de passage échangent de minuscules couples. Les cycles de Kozelidov, entraînés par l'amas, peuvent augmenter l'excentricité et rendre l'inclinaison étrange. Un frôlement avec un objet compact peut incliner l'ellipse dans un nouveau plan. Des courants de gaz dérivants comme une fumée lumineuse peuvent soutirer ou donner du moment angulaire selon la géométrie, regroupant parfois les petits corps en familles de trajectoires similaires qui partagent une direction de péricentre préférée. L'histoire du vagabond n'est donc pas celle d'un seul monde et d'un seul puits, c'est un problème d'SM, un balai statistique de millions de cailloux, roches, comètes et planètes répondant à un verdict central. Vu de très haut au-dessus du disque de cette communauté stellaire, un voyageur capturé n'est presque rien, une poussière de plus obéissant au gradient le plus profond du quartier. Vu de près, c'est un monde dont les saisons sont définies par la relativité, la météo écrite par la physique des particules, la géologie réglée sur le rythme d'une rosette, et une chimie qui se souvient de chaque rencontre avec le fourneau de photons au cœur. Si les questions habituelles de l'astronomie commencent par autour de quelle étoile orbitent-ils, ces nomades renversent le script. Ils orbitent une géométrie plutôt qu'une lampe, un morceau d'espace-temps qui sculpte les orbites en fleurs et le temps en spirale. La ville autour d'eux, ce domaine spiral, ce quartier bondé d'étoiles, cet archipel lumineux fournit le bruit de fond et l'occasionnelle poussée, mais la danse appartient à la gravité et à toute sphère obstinée qui a refusé d'être défaite. Dites le mot, et l'histoire plonge plus profond. Comment l'angle de précession cartographie le quadrupôle de masse du moteur central, comment les systèmes d'anneaux survivent au couple au péricentre, à quoi ressemblerait un panache cryovolcanique silhouetté sur un arrière-plan lentillé, comment un monde peut être plongé dans la nuit et pourtant chaud, comment la capture grave sa signature là où même les soleils les plus brillants ne sont que des corps. La capture a une douzaine de portes et chacune s'ouvre avec un grincement différent. Une voie courante commence avec une planète attachée à une étoile qui s'aventure trop près de la turbine sombre, les marées déchirent le système, projetant la lampe vers l'extérieur tandis que le plus petit compagnon est laissé en arrière sur une ellipse fine et fiévreuse. Une autre voie commence encore plus loin, où cette île d'étoiles regorge de binaires qui échangent leurs partenaires dans des bagarres gravitationnelles. Une ricochet à 3 corps peut voler aux voyageurs assez d'énergie pour tomber sous la juridiction du cœur. Ajoutez la douce traînée d'un gaz mince et magnétisé qui file à travers le centre de la République étoilée, et le destin d'un petit corps bascule de visiteur à résident. Le produit final est le même, une trajectoire avec l'aphélie dans les banlieues calmes et un péricentre tracé si près que le monde goûte la courbure. La physique de ce goût est implacable et précise. La contrainte de marée grimpe comme une falaise à mesure que l'approche rapprochée diminue, croissant à peu près comme l'inverse du cube de la distance, si bien qu'un petit changement de péricentre signifie un grand changement de douleur. Bien au-delà de l'horizon des événements d'un moteur de 4 millions de masses solaires, un globe rocheux rencontre encore un couloir de survie, juste à l'intérieur d'environ une demi-unité astronomique, cessent les politesses du calcul de Roche, et les montagnes deviennent des molécules. Si la composition penche vers la glace, la voie serait plus large, si elle est riche en fer, le monde tient plus longtemps mais saigne de la chaleur à chaque flexion. L'énergie pompée dans l'intérieur lors d'une seule plongée peut dépasser de nombreuses fois le budget géothermique global de la Terre, et cette puissance ne se répartit pas uniformément, les couches faibles se découplent, des fusions partielles s'accumulent en profondeur, des zones de faille se déverrouillent pendant quelques jours frénétiques, puis la longue congélation de l'aphélie recommence.
La relativité écrit des fioritures sur la grammaire newtonienne. À chaque tour, l'argument du péricentre progresse, si bien que la trajectoire n'est pas une ellipse fermée mais une rosette dont les pétales s'ouvrent de plusieurs dizaines de degrés par orbite. Si l'axe du tourneur central est incliné, la traînée de référentiel incline aussi le plan orbital d'un lentille-bouchon qui dépend du spin et du quadrupôle du trou noir et exactement la combinaison nécessaire pour tester les prédictions sans cheveux de la théorie de la gravitation. Même une planète est une horloge, comparez le minutage des impulsions de chaleur, des aurores induites ou du dégazage de poussière de péricentres successifs à un modèle relativiste contraint la masse et le spin du centre comme le font les étoiles S, mais avec une sonde plus froide, plus petite et plus étrange. Ce qui baigne la surface à l'approche la plus proche dépend de l'humeur du fourneau central. Dans un noyau calme, le bain de photons est ténu et dur, riche en rayons X et en ultraviolets qui sculptent la chimie plutôt que de réchauffer les océans. Durant les flambées, la luminosité peut grimper et le flux d'énergie à une unité astronomique rivalise ou dépasse une journée ensoleillée. Cela transforme les atmosphères en laboratoire, les enveloppes d'hydrogène se gonflent et se refroidissent en brume, les mélanges azote-oxygène engendrent des nitrates et des peroxydes, des ciels de méthane polymérisent en smog qui neige lorsque le monde regagne l'obscurité. Une coque magnétique amplifie le drame. Le mouvement à travers le plasma magnétisé du cœur transforme le globe en dynamo, des courants se ferment le long des lignes de champ, l'échauffement Joule s'ajoute au budget de marée, et les ovales polaires deviennent des couronnes brutales et vacillantes qui injectent de la chimie dans un air autrement stérile. Si le voyageur porte un système d'anneaux, la pression dynamique au péricentre le déforme et peut même le tordre hors du plan équatorial, des résonances peuvent y conduire des ondulations qui défilent comme des codes-barres qu'un vaisseau pourrait lire depuis l'orbite, si tant est qu'un vaisseau puisse survivre au voyage. Comment l'archipel lumineux trahirait-il l'un de ses citoyens cachés? Commencez là où le signal est le plus honnête, la chaleur. Des courbes de lumière en proche infrarouge qui gonflent et s'estompent à l'échelle du temps orbital seraient des preuves accablantes, surtout si les pics avancent un peu plus tôt chaque année du montant prédit par la précession du péricentre. Des flashs submillimétriques d'aurore générés par induction chevaucheraient ce cycle comme des accents de percussion et, pour des géométries favorables, un fin sillage de poussière et des grains volatiles bouillis au péricentre et cisaillés en filaments pourraient se détacher en contre-jour sur le champ stellaire encombré. L'astrométrie de précision dans le parsec central trace déjà le balai des brillantes particules test. Un corps de masse planétaire serait plus subtil, mais une population, prise dans son ensemble, ajouterait un faible bruit corrélé aux orbites des traceurs voisins qu'un interféromètre patient pourrait isoler. Sur le cadran des ondes gravitationnelles, un rocher bouclant à quelques dixièmes d'unité astronomique autour d'un monstre est trop silencieux pour les oreilles actuelles. Une super-Terre serrée dans une rosette plus étroite et plus rapide autour d'un dynamo plus massif pourrait se glisser dans les bandes les plus basses d'une future antenne spatiale, murmurant un chuchotement à rapport de masse extrême à la millihertz. Les récits d'origine comptent parce qu'ils laissent des cicatrices. Un monde arraché à une étoile au sein de ce domaine spiralé pourrait garder une lune résiduelle, et ce compagnon peut agir comme une soupape de chaleur, pompant l'excentricité et modulant les marées comme Io et Europe se partagent l'énergie. Un corps formé dans les confins froids du continent stellaire, puis dispersé vers l'intérieur à travers des kiloparsecs, arriverait riche en volatiles et pauvre en croûtes réfractaires, favorisant des océans sous la glace et des brumes atmosphériques. Un fragment d'une super-Terre brisée pourrait venir préchauffé et métallique, avec un bouclier magnétique fort et une surface nue. Certains vagabonds finiront en ruban après une plongée malchanceuse, d'autres se circulariseront en braise proche qui alimente en poussière l'écoulement central, et quelques obstinés surferont le couloir au fil du rasoir pendant des millions d'années, gravant un calendrier privé dans la roche et la glace. Entre les passages, la nuit est honnête et lente. Sans soleil, le climat est une négociation entre chaleur interne, gaz de couverture et radiolyse par les rayons cosmiques. Des manteaux riches en hydrogène peuvent pousser des troposphères profondes à des pressions et des températures tempérées même dans l'obscurité. Ajouter un pétrissage de marée tous les quelques mois et un océan sous la surface devient non seulement probable mais vigoureux. La vie, si elle ne se soucie que des gradients et des solvants, pourrait considérer toute la conurbation nébuleuse comme un ciel dont elle n'a jamais besoin. Le métabolisme mastique des oxydants déposés pendant les saisons de tempête et attend le froid. Les biosignatures seraient phasiques au péricentre, des bouffées de gaz traces qui montent, réagissent et retombent selon un calendrier écrit par la gravité, non par la lumière du jour. Le quartier environnant saturé d'étoiles n'arrête jamais de se mêler. La relaxation résonante pousse les orientations, le pompage de Kozelidov depuis l'amas plus large peut échanger l'inclinaison contre l'excentricité, poussant parfois un survivant jusqu'à la ligne rouge où un degré de liberté supplémentaire signifie désassemblage.
Des vestiges compacts de passage étoiles à neutrons ou petits trous noirs offrent des coups impulsifs qui peuvent retourner l'ellipse ou éjecter le voyageur tout entier vers le halo plus profond de la communauté stellaire. De minces filets de gaz dérivant comme une pâle fumée près du noyau peuvent soutirer de l'énergie à certaines anomalies vraies et en donner à d'autres, rassemblant de petits corps en famille aux directions de péricentres partagés, des ceintures fantômes qu'un télescope sensible pourrait cartographier comme des arcs de poussière répétitifs. Les dénouements sont variés et théâtraux. Les malchanceux se déchiquettent en nouilles lumineuses, les modestes se posent en braises tièdes qui peignent l'écoulement intérieur de particules solides fines, les rares audacieux spiralent vers l'intérieur au fil des éons à mesure que marée et traînée mangent le moment angulaire, flirtant avec des orbites si serrées que le beaming relativiste transformerait la face nocturne du monde en un phare variable. Quelque part dans le grand livre de cette province du ciel profond il doit exister un cas limite, une super-terre qui rase juste l'extérieur du dernier chemin stable, éclairée non par une lampe proche mais par la violence de l'espace-temps, portant des aurores plus brillantes que des continents et un océan qui bout latéralement une seule semaine sur 100. Cela aussi est une planète nocturne, marquée par le temps, nourrie par les marées et redevable à la même règle que celle à laquelle toute la fédération stellaire obéit, tomber vers l'endroit le plus profond que vous pouvez trouver, et appeler foyer tout ce qui survit. Sur de longues périodes le monde capturé devient archiviste pour tout le centre de la cité stellaire. Chaque quasi-frôlement avec l'abîme écrit des couches distinctes et datables, une pellicule de nitrate gelée après une saison de tempête brillante, un digue fissuré où le chauffage par marée a forcé du magma dans une roche fragile à une autre boucle, un dépôt dentelé de tholin déposé lorsque les flambées ultraviolettes ont été particulièrement chaudes. Les coquilles de glace se souviennent en stratigraphie, les croûtes rocheuses se souviennent en nombre de contraintes qui ne se relâchent que pendant l'hiver lointain. Même le noyau tient l'heure, parce que les marées pompent de l'énergie à des harmoniques discrètes de l'orbite et que ces harmoniques dérivent à mesure que la relativité fait lentement tourner l'ellipse. Un géophysicien déposant un sismomètre ici lirait l'éphéméride de l'espace-temps, non le calendrier d'un soleil. Le passage rapproché à sa propre météo. La planète laboure un plasma dilué mais furieux, traversé par des champs magnétiques, l'écoulement s'enroule en une queue magnétosphérique de type cométaire et un choc d'étrave croît devant le nez là où l'exosphère neutre rencontre le vent relativiste. Le sputtering et l'échange de charges arrachent des atomes de la haute atmosphère et les transforment en un nuage faible et allongé que l'orbite suivante cisaille en filaments. Si le globe porte des anneaux, la pression dynamique cabosse leurs bords et la précession différentielle les enroule en spirale, l'autogravité et l'amortissement collisionnel rétablissent ensuite l'ordre entre les passages, comme un disque qui se voile à la chaleur puis se remet à plat sous son propre poids. Les lunes compliquent tout de belle manière, un petit compagnon peut pomper l'excentricité du grand corps, moduler le chauffage de marée à des fréquences de battement, et ensemencer des arcs transitoires de poussière qui s'embrasent en lumière avant diffuser quand le dieu rase l'éclat intérieur. La tenue des comptes énergétiques fixe la grande trajectoire du destin. Les marées au sein du monde volent de l'énergie orbitale et l'emmagasinent en chaleur, les marées levées sur le géant central ne comptent pas, mais celles que la planète lève sur elle-même si. L'efficacité de conversion dépend du nombre d'amour et du facteur de qualité à quel point le corps est déformable et dissipatif. Des coquilles de glace caoutchouteuses et des manteaux partiellement fondus convertissent mieux l'orbite en chaleur que le fer rigide. Dans le gaz poussiéreux interne, la traînée hydrodynamique sommeille, rasant un peu de vitesse à chaque péricentre. Au fil de nombreux circuits, la trajectoire se raccourcit et s'arrondit, le péricentre se relève, et l'échauffement s'adoucit, certains réfugiés finissent par se poser sur des pistes chaudes, quasi circulaires, dans l'éclat intérieur où ils deviennent des chauffages furtifs du milieu local, rejetant de fines particules solides qui dérivent vers l'intérieur et épaississent le brouillard lumineux. D'autres ne se calment jamais, une perturbation d'un vestige passant ou une poussée séculaire de la main environnant fait grimper l'excentricité jusqu'à ce que le corridor sur se réduise à rien et que le monde se déchire en ruban. Le stade du ruban est une astronomie à part. Les débris de marée se soulèvent en un fin courant dont les parties internes prennent de l'avance et les parties externes traînent, là où la boucle se referme sur elle-même, les auto-intersections choquent et éclairent le gaz, et un anneau brisé se forme qui alimente lentement le moteur central. Les grains de poussière arrachés par sputtering au courant acquièrent une charge et sentent les forces de Lorentz, peignant le quartier intérieur de faibles touches alignées polairement. Si une partie de ces débris croise notre ligne de visée vers un traceur d'arrière-plan brillant, la courbe de lumière montrerait des occultations multiples au bord net, espacées par l'épaisseur du courant et la précession de l'anneau. La géométrie serait un anneau décodeur pour la masse et le spin du noyau et un post-mortem pour le monde qui n'a pas passé la coupe. Entre catastrophes, la biologie a de la marge pour tenter des choses.
Une cape riche en hydrogène peut pousser l'atmosphère profonde à des pressions tempérées même dans la nuit éternelle, ajoutez de l'ammoniac, du méthane et de l'eau et vous obtenez un coffret de chimie qui se réinitialise à chaque brûlure mais ne s'efface jamais complètement. Dans un océan scellé sous la glace, des clatrates induits par la pression et des sels antigels peuvent maintenir la saumure liquide tandis que les marées la brassent comme un piston lent. Des oxydants déposés pendant les saisons aurorales diffusent dans l'obscurité et nourrissent des métabolismes redox qui se soucient davantage des gradients que de la lumière du ciel. Si quelque chose de vivant développe du timing et si des enzymes anticipent la semaine chaude en surrégulant les voies de réparation et les chimies membranaires avant la plongée, ce serait une vie qui lie la gravité comme la météo et la relativité comme un calendrier. Les signaux pour les télescopes doivent être choisis là où le contraste est clément. L'émission thermique est honnête, des pics au péricentre dans le moyen infrarouge, une décroissance sur des jours à des semaines avec une queue fixée par la capacité thermique et la circulation, et un retour à l'horaire avec une phase qui glisse à mesure que l'ellipse tourne. La polarisation est une seconde prise, la poussière avant diffusée depuis un anneau transitoire produit un flash polarisé qui culmine légèrement avant la crête thermique, et le décalage augmente si l'anneau est incliné par la traînée de référentiel, l'en-steering. La radio basse fréquence provenant de l'induction unipolaire règle une horloge qui saute lorsque la magnétosphère se reconnecte, l'émission de raies de neutres arrachés oxygène, carbone, sodium trace la taille de l'exosphère et indique si l'atmosphère est érodée ou simplement bousculée. Une poignée d'orbites, modélisées ensemble, pèserait l'encre centrale, testerait un hochement induit par le spin, et donnerait même un aperçu de l'intérieur du voyageur par la rapidité avec laquelle il transforme l'orbite en chaleur. La démographie des captures est écrite par le continent stellaire plus large. Les systèmes barrés canalisent le gaz vers le hub, épaississant le milieu et augmentant la capture par traînée pour des tailles du gravillon à la comète, tandis que les riches amas nucléaires élèvent le taux d'échange à 3 corps qui peuvent échanger des planètes hors de leur lampe haute. Les elliptiques avec d'énormes moteurs centraux ont des voies sur plus larges pour les corps rocheux, l'horizon des événements est plus grand mais le rayon de marée évolue plus lentement, si bien que certaines retiennent des super-terres capturées qui frôlent à quelques dixièmes d'unité astronomique du bord et s'allument comme des lanternes à chaque plongée. Les naines avec de petits cœurs sont plus dures, le rayon de marée se contracte jusqu'à ce que la roche doive s'aventurer si près que la survie devient improbable et que les rubans sont la règle. Différents quartiers engendrent différents fossiles. La navigation dans cette enceinte intérieure est un manuel de couple subtil. La relaxation résonante échange le moment angulaire entre des orbites d'énergie similaires, effectuant une marche aléatoire de l'orientation d'une manière qui peut être plus rapide que la diffusion à 2 corps. Les cycles de Kozelidov provenant de l'amas plus large inclinent et étirent les trajectoires, les immobilisant parfois à forte inclinaison ou les distances au péricentre flottent près de la ligne de danger pendant de longues périodes. L'espace-temps lui-même ajoute une écriture de demoiselle par-dessus, avance absidale due à la courbure, dérive nodale due au spin, infime torsion supplémentaire due au moment quadrupolaire si le tourneur central n'est pas une sphère parfaite de gravité. Suivez ces torsions avec assez de soin et vous testez l'énoncé sans cheveux avec une planète comme stylo. Les propriétés des matériaux décident d'issues à l'échelle microscopique que des télescopes peuvent, en principe, voir. Un globe silicaté avec une atmosphère mince rayonne la chaleur en impulsion nette et montre de fortes harmoniques orbitales, un corps riche en glace porte une mémoire thermique plus profonde et culmine plus tard et plus longtemps, une mini-Neptune avec une enveloppe d'hydrogène gonflée montre des crêtes larges et atténuées, avec des rémanences photochimiques qui durent pendant les mois froids. Les moments magnétiques comptent, une dynamo puissante engendre des salves radio et des aurores féroces, un noyau mort ne laisse que l'exosphère érodé et la poussière. Les anneaux survivent si l'autogravité et l'amortissement collisionnel peuvent battre la précession différentielle, sinon, ils se dissolvent en spirales transitoires qui réapparaissent à chaque saison chaude. Les lunes persistent si leur sphère de Hill reste intacte au péricentre, si la ligne se resserre trop, les satellites sont pelés et entament leur propre vie brève et belle en tant que débris internes. La violence de l'approche la plus proche forge aussi des minéraux qui, ailleurs, exigent de profonds fours crustaux ou de grands impacts. Des veines de choc figent en verre de type maskélinite, des glaces haute pression se construisent et se défont, les sulfures de fer se réorganisent, des nitrures et des cyanures se condensent dans la haute atmosphère et neigeant en films cassants qui crépitent électriquement sous la pluie aurorale. Les environnements météoroïdaux grimpent en flèche parce que le quartier intérieur est poussiéreux et que de nombreux corps partagent des trajectoires similaires, les impacts préfèrent les semaines proches du péricentre, si bien que les cratères se regroupent en longitude et portent des éclaboussures vitrifiées qui trahissent la direction de la plongée. On peut imaginer lire, des siècles plus tard, une série de micro-cratères rapprochés sur la coque d'un rover et inférer l'argument exact du péricentre cette année-là.
Certains réfugiés trouvent une échappatoire, des résonances de mouvements moyens avec d'autres petits corps près de l'apocentre peuvent figer la distance au péricentre à une valeur sur même tandis que le reste de l'ellipse précesse. Ces bergers résonnants forment des familles fantômes des essaims qui partagent une approche minimale privilégiée et qui, vus par la tranche, tracent des arcs répétés en lumière diffusée à l'intérieur de la lueur centrale. D'autres sont guidés par le gaz, une faible traînée régulière peut rassembler des populations dans de étroits corridors de l'espace des phases, comme des clôtures à neige fond des dunes. Dans un noyau richement alimenté, ces forces douces peuvent l'emporter sur les coups aléatoires, créant des ceintures durables de mondes invisibles qui ne s'annoncent que par leur chauffage synchronisé. Poussez les paramètres à leurs limites et des scènes plus étranges apparaissent. Une super-Terre revient encore et encore à un péricentre situé à quelques dizaines de rayons solaires d'un colosse en rotation, le faisceautage relativiste du halo central rend le ciel anisotropiquement plus lumineux à chaque plongée, et l'anneau de photons de l'horizon se brouille en un cerceau lumineux et décalé qui glisse sur la face nocturne de la planète comme un projecteur lent. Le manteau profond du globe reste partiellement fondu pendant des âges géologiques, une atmosphère riche en carbone construit des suies photochimiques qui s'effondrent en brèves pluies huileuses, des monts d'océans sous glace ventilent des tours de vapeur pendant la saison chaude et déposent un givre épais à la Phélie, une respiration visible dans l'infrarouge à un demi-million d'années-lumière. Rien de tout cela n'exige un jour ni une lampe, seulement un puits profond et du temps. De loin, le cœur de cette république étoilée paraît calme, une lueur douce, quelques flambées brillantes, un balai d'étoiles rapides. Sous ce calme se trouve un recensement de citoyens cachés, des mondes qui ont choisi la gravité plutôt que la lumière du jour et ont appris à vivre selon une autre horloge. Ils portent des sismogrammes de la courbure dans leur croûte, des cicatrices aurorales dans leurs cieux, une chimie écrite par le rayonnement plutôt que par le soleil, et des histoires ponctuées par les marées plutôt que par les saisons. Appelez l'autre comme vous voulez, le royaume spiral, l'île des soleils, la fédération lumineuse, la règle en son cœur est simple et absolue, tomber vers l'endroit le plus profond, en apprendre le rythme, et si vous le pouvez, y faire une vie. Dites le mot et nous pouvons poursuivre un voyageur pendant une année complète de son orbite impossible, du lointain obscur au four et retour, lisant dans chaque lueur et chaque fissure comment une planète devient un chronomètre pour un puits de gravité. Prenez un circuit complet et étirez-le en un journal. Loin dans le quartier froid de sa trajectoire, le globe nocturne dérive à travers les banlieues tranquilles de la police stellaire, où le bruit de foule du district central n'est qu'une rumeur. Le ciel étincelle en poudre de lampes lointaines, la grande turbine sombre n'est qu'un givre de haute énergie, plus lumineux pour les instruments que pour les yeux. Ici, la planète respire lentement. Les cellules de convection du manteau montent et descendent sans hâte, la contrainte de marée est un bourdonnement de fond, et tout océan sous la glace se renverse sur des boucles de durée mensuelle, non de minutes. L'atmosphère, si elle existe, a atteint un équilibre chimique, radicaux étouffés, brumes déposées, gaz traces répartis entre l'air et la saumure. Des animaux, si certains ont évolué pour s'accorder au gradient plutôt qu'à la lumière du jour, paraissent et stockent l'énergie comme des graines du désert après une pluie rare. L'approche commence comme un chuchotement dans la croûte. Les harmoniques de marée se renforcent, d'abord comme un léger battement chevauchant la rotation de la planète, puis comme un rythme net auquel les marées peuvent se verrouiller. Des gorges cryovolcaniques se pressurisent, des particules d'anneaux marchent en ondes de densité spirale qu'un orbiteur bas pourrait compter comme des sillons sur du vinyle. Le ciel s'éclaire d'une manière qu'aucune enfance n'enseigne, non pas par une lampe montante, mais partout un cadran devenant laiteux à mesure que le halo interne de la dynamo centrale enfle d'une lumière amplifiée par Doppler. La draperie magnétique s'épaissit autour de l'obstacle en mouvement qu'est la planète, le choc des traves s'intensifie et la queue magnétosphérique s'allonge, se perlant de sites de reconnexion qui crépitent comme du soudage sous-marin. À mi-plongée, l'induction transforme le monde en générateur. Le mouvement à travers le champ embrouillé du cœur central entraîne des courants qui se ferment à travers l'ionosphère et l'intérieur, le chauffage Joule s'ajoute au budget, les ovales auroraux s'élargissent et se divisent. Le spectre durcit. Les rayons X réduisent la chimie en pièces, l'ultraviolet griffonne des nitrates dans la haute atmosphère, et des particules chargées plongent le long des lignes de champ pour ensemencer des azotes réactifs et des peroxydes qui couleront dans les océans des semaines plus tard comme une lente pluie d'Occident. Si le voyageur capé est un sous-Neptune, l'enveloppe d'hydrogène gonflé se refroidit et se dilate en altitude même si des couches plus profondes se réchauffent, s'il est rocheux, le jour qui ne vient jamais est remplacé par des contusions thermiques et des points chauds définis par la contrainte plutôt que par le soleil, qui dérive sous des courants jets comme des continents de fièvre. L'approche au plus près arrive comme géométrie, non comme lever de soleil.
L'horizon porte un anneau décalé où les trajectoires des photons frôlent le bord de l'abîme, l'anneau glisse sur la face nocturne comme un hula-hoop lumineux et lent, s'éclaircissant et s'assombrissant avec le faisceautage relativiste à mesure que l'écoulement interne tourne. La gravité est maintenant un sculpteur consent dans ses os. Les montagnes se contractent élastiquement de millimètres et rebondissent, la roche profonde approche sa limite d'élasticité. Dans les couches ductiles, la déformation se localise en zone de cisaillement qui s'illumine de fusion microscopique, dans les chapeaux fragiles, des répliques ondulent en train. Un océan scellé sous la glace devient marée comme un tuyau d'orgue, des ondes de pression résonnent, des cristaux de frasile brassent, et des panaches de saumure fleurissent en cheminées temporaires qui exhalent de la chaleur et des gaz traces. Si le globe porte des anneaux, la pression dynamique cabosse leurs bords et la précession nodale les incline de quelques degrés. S'il porte une lune, la sphère de île du satellite se pince, et le petit compagnon perd de la poussière vers un arc faible qui sera cisaillé en filaments avant le prochain lointain hiver. Le péricentre est aussi un laboratoire pour la relativité. La trajectoire n'est pas une ellipse fermée mais une rosette pétalée. Après chaque plongée, l'argument du péricentre avance par bonds, si bien que la semaine de fournaise suivante arrive à une autre longitude. Si l'axe du tourneur central est incliné, le plan orbital hoche, et l'ombre de l'anneau au péricentre oscille d'une année à l'autre comme un cadran solaire qui lie l'espace-temps. Ces minuscules décalages géométriques sont des horloges. Pliez la courbe de lumière en moyen infrarouge sur la période nominale et regardez le pic rampé, cartographiez les pics de polarisation de la poussière avant diffusée et voyez-les défiler par rapport à la crête thermique, mesurez les salves radio d'induction et mesurez la pulsation à mesure que le plan précesse. Assemblez ces battements et vous pesez l'encre centrale, jaugez son spin, et esquissez son quadrupole comme le fait une étoile brillante, mais avec un stylo froid, petit et obstiné. Après le coup de fouet, la récupération. Le plasma s'affine, le rayonnement s'adoucit, le choc d'étrave se retire, les aurores s'éteignent en bonnet fantomatique. La chimie garde son élan, les nitrates pleuvent, les peroxydes et nox s'enfouissent dans les saumures, la neige de brume polymère se dépose comme un givre sale qui sublimera plus tard depuis les bassins subpolaires. L'inertie thermique écrit de grosses queues dans la courbe de lumière, l'émission d'un globe rocheux chute vite, un monde riche en glace s'attarde, une mini-Neptune étale le pic en une large épaule avec une rémanence photochimique. Au sol ou dessous des écosystèmes, s'ils existent, pivotent de la réparation vers le métabolisme, dépensant les oxydants mis en banque pendant la semaine de tempête. Le chauffage de marée retombe au fond, mais pas à zéro, l'intérieur demeure plus chaud que ne le permettrait n'importe quelle nuit sans étoiles, et sur des durées géologiques le budget cumulatif rivalise avec celui de petites lunes dans des systèmes planétaires ordinaires. Point dézoomé jusqu'à l'autre pour comprendre pourquoi ces histoires diffèrent selon les quartiers. Dans une province stellaire barrée, des voies de gaz alimentent le moyeu et épaississent le milieu, la capture aérodynamique favorise les tailles allant du gravillon à la comète et conduit les petites mondes en famille partageant une direction de péricentre, des ceintures fantômes qui peignent des arcs répétés de poussière faible à l'intérieur de la lueur centrale. Dans le centre-ville d'une géante elliptique, le moteur central est plus lourd et le corridor sur pour la roche est plus large, des super-terres capturées peuvent frôler de près, survivre, et devenir des lampes thermiques périodiques qui assaisonnent le brouillard intérieur de solides. Dans des capitales naines au léger cœur, la roche doit plonger trop près pour être à l'aise, les événements fabricants de rubans dominent, et le quartier intérieur porte des anneaux transitoires, brillants de choc, qui clignent puis s'éteignent à mesure que les courants se croisent. Le même recensement dynamique qui détermine la fréquence des flambées lumineuses fixe aussi combien de citoyens cachés chevauchent des rosettes au lieu d'aller en ruban. L'instrumentation choisit ses batailles. Le chronométrage en moyen infrarouge favorise la cadence de la chaleur, des oreilles submillimétriques écoutent les salves masers cyclotroniques de l'induction, la polarimétrie optique traque les petites lueurs hautement polarisées des arcs de poussière diffusés vers l'avant. La spectroscopie à haute résolution cible les raies des alcalins de sodium, potassium élargis par la pression et assaisonnés par le sputtering, tandis que l'oxygène et le carbone neutre luisent en raies interdites qui disent combien d'exosphères est grignoté. L'astrométrie de précision dans le parsec intérieur attrape de minuscules tiraillements corrélés sur des traceurs voisins, même si aucun monde ne se détache, une population ajoute de la texture à la danse qu'un interféromètre patient peut démêler. De futures antennes spatiales basse fréquence pourraient un jour entendre les doux murmures gravitationnels des survivants les plus serrés et massifs, un chuchotement à rapport de masse extrême à l'échelle planétaire cartographiant les contours les plus profonds du puits central. La résistance des matériaux, et pas seulement la masse, décide de la microphysique que les télescopes peuvent lire. Des peaux silicatées rayonnent nettement et se fissurent avec fracas,
Des manteaux de glace stockent la chaleur et l'exhalent lentement, des manteaux d'hydrogène atténuent les pics et allongent les queues. Des dynamos puissantes claironnent en radio et peignent des aurores brutales, des noyaux morts se taisent, sauf pour la faible lueur de sputtering et la poussière. Les anneaux persistent si l'autogravité et l'amortissement collisionnel battent la précession différentielle, sinon ils se dissolvent et se reforment à chaque saison chaude, laissant un code-barre répétable de spirales inclinées. Les lunes durcies leur sphère d'influence survivent au pincement à l'approche la plus proche, sinon elles se décollent en arc temporaire puisant rien, contribuant une fine bruine périodique de grains au voile intérieur. Même l'échec laisse du savoir. Un monde déchiqueté devient un fin courant enrobé en phase, là où la boucle s'auto-intersectait, des chocs allument le gaz et sculptent un anneau brisé dont le taux de précession encode la masse et le spin du noyau. Des grains chargés issus du courant dérivent sous les forces de Lorentz en pinceau polaire, si ceux-ci croisent la ligne de visée vers un traceur d'arrière-plan brillant, la courbe de lumière se fracture en une série de creux au bord tranchant qui marchent avec l'épaisseur de l'anneau et se tordent avec son hochement. Lisez ces trains de creux assez longtemps, et vous reconstruisez la géométrie d'un lieu qui ne peut être visité, seulement inféré. Ce qui, de loin, ressemble à une Bresse calme au milieu de l'archipel stellaire, une lueur douce, quelques flambées, un balai rapide d'étoiles test est en fait un centre-ville avec une météo. Caché dans sa circulation se trouvent des mondes sans aube qui gardent leur part la courbure, stockent la chaleur des marées, et écrivent leur calendrier en couches de verre, de sel et de glace. Ils échangent la lumière du jour contre la discipline du puits profond et trouvent comment vivre avec, par une chimie qui se réinitialise plutôt que de cycler, par des océans qui respirent sur un rythme relativiste, par des roches qui se souviennent des angles entre les pétales de la gravité. Appelez l'autre comme vous voulez, le domaine spiral, le boreau lumineux, l'île des soleils, le Commonwealth stellaire. Sa loi est simple et accueillante pour tout vagabond, si vous pouvez chuter sans vous défaire, vous pouvez appartenir. Les modélisateurs esquissent les corridors où la survie l'emporte sur la fragmentation en écrivant l'équilibre le plus simple possible puis en ajoutant les péchés nécessaires. Le rayon de marée s'échelonne comme la taille de la planète multipliée par la racine cubique du rapport de masse, opposez cela à l'approche la plus proche et vous obtenez une bande réussite. L'échec dans l'espace des phases qui s'élargit pour les glaces et se rétrécit pour le fer. Superposez la dissipation viscoélastique et la région peut-être s'épaissit, car les mondes qui fléchissent et chauffent saignent aussi de l'énergie orbitale et relèvent leur péricentre sur des milliers de boucles. Autour d'un colosse central modeste des millions de soleils, la voie sûre pour la roche se situe au-delà d'une fraction d'unité astronomique. Augmentez le moteur d'un facteur 1000 et le même monde peut patiner bien plus près parce que le gradient s'adoucit. Cette vérité contre-intuitive signifie que les géantes elliptiques dans la capitale de la constellation peuvent garder davantage de vagabonds intacts, tandis que de plus petits cœurs dans des bourgades assoupies fabriquent des rubans par défaut. Les taux comptent, et le centre de la République stellaire est généreux. Les amas nucléaires sèment des captures à 3 corps chaque fois qu'une paire étoile aux planètes rase le puits central, environ une sur plusieurs milliers de plongées Gara le plus petit compagnon sur une ellipse aiguille tandis que la lampe est projetée vers l'extérieur, étourdi mais lié au grand boreau. L'approvisionnement en vagabonds n'est pas un problème, les disques galactiques éjectent des planètes par milliards au fil du temps cosmique via des déboires de migration et des échauffourées dynamiques. Le quartier central, avec sa foule dense et son gaz dérivant, balaie une part de ses errants dans ses rangs. Ajoutez une faible traînée aérodynamique due au plasma chaud et une lente pluie de minuscules pertes d'énergie à chaque plongée, et une fraction des passants échangent leur badge de visiteur contre une résidence. Le total métropolitain n'est pas une poignée d'exotica mais une population de l'ombre, d'innombrables citoyens froids traçant des rosettes qu'aucune éclipse ordinaire ne révélera jamais. Les stratégies d'observation ressemblent à des chasses au trésor. Dans la confédération spirale la plus proche de nous, le parsec intérieur est déjà cartographié en points mobiles. Amplifiez cette précision et une traction de masse planétaire devient visible comme des oscillations corrélées dans les trajectoires de faibles traceurs. Dans la cité-état nébuleuse plus lointaine, c'est le timing qui gagne, des courbes de lumière moyen infrarouge qui culminent selon l'horaire et rampent en phase avec l'avance relativiste, des pointes submillimétriques d'aurores induites qui s'affûtent près du péricentre, des éclairs polarisés d'arcs de poussière diffusés vers l'avant qui précèdent le pic thermique d'un décalage prévisible si des anneaux s'inclinent sous la traînée de référentiel. Des spectres à haute résolution pris pendant la semaine chaude cherchent de larges raies alcalines d'une exosphère gonflée et un faible oxygène interdit qui dit combien d'atmosphère a été grignotée. Empilez plusieurs orbites et la géométrie en tombe, la masse par la période et l'amplitude, le spin par le hochement du plan, le quadrupole par la vitesse à laquelle les pétales s'ouvrent. Les climats de ces mondes nocturnes apprennent à budgéter comme des comptables pingres.
Des manteaux riches en hydrogène bâtissent de profondes troposphères chaudes par absorption induite par collision, les marées injectent des pics de chaleur que la circulation étale horizontalement, tandis que le mélange vertical transporte des oxydants depuis les calottes aurorales vers des océans sombres. Sur des corps rocheux, des fusions partielles montent et s'arrêtent en filon-couche, vitrifiant entre les passages et préservant un palimpseste de semaines de fournaise. Sur des géantes glacées, des saumures ammoniaquées maintiennent des conduits qui s'ouvrent au péricentre et se pincent en hiver lointain, une respiration qui laisse des bandes texturales lisibles par tout atterrisseur qui apprendra un jour à freiner sous un tel ciel. La chimie ne se calme jamais, des radicaux formés en altitude durant la semaine de tempête diffusent pendant des mois et finissent leur réaction dans des lieux où la lumière du soleil n'arrive jamais, si bien que les cycles redox sont écrits par la phase orbitale, non par le rythme diurne. Si la vie apparaît, elle thésauriserait probablement des enzymes qui préactivent les voies de réparation avant la plongée et hibernent pendant la longue côte, traitant la gravité comme la météo et l'espace-temps comme le calendrier. Le magnétisme grave des signatures assez fortes pour des oreilles lointaines. Le mouvement à travers le champ central crée des ailes d'Alfvén qui relient le monde à la lueur. Le modèle d'inducteur unipolaire prédit des salves radio dont les fréquences tracent la gyrofréquence locale et dont la puissance s'échelonne comme le carré de la vitesse relative. Ces salves devraient se regrouper dans des fenêtres d'anomalies vraies où la planète tranche des flux fortement magnétisés et où la reconnexion déchire la queue. Les courants induits chauffent l'ionosphère, se couplant en vent neutre qui, à leur tour, déplacent l'endroit où la chimie aurorale écrit ses nitrates et ses peroxydes. Une forte dynamo native multiplie l'effet, enfermant les particules chargées et mettant en scène des couronnes aurorales si brillantes que même la face nocturne atténuée clignoterait en fausses aubes. Un noyau mort ne se tait pas, il sputère mais sa radio est mince, son aurore fantomatique, sa chimie plus lente. Les anneaux et les lunes deviennent des reporters presque malgré eux. La pression dynamique bourdonne au péricentre, cabossant les bords des anneaux et lançant des ondes de densité spirale dont les longueurs d'onde encodent la gravité locale et la traînée ressentie par les particules. La précession différentielle torse et motif en code barre qui, lus sur des passages successifs, révèle comment le plan orbital hoche et comment les pétales de la rosette s'ouvrent. Les satellites ne survivent que si leur sphère de Hill reste généreuse à l'approche la plus proche. Dans les cas limites, une lune est pelée en un arc de débris qui flash en diffusion avant puis est broyé en filaments. Le timing de ce flash par rapport à la crête thermique fixe à quel point le décollement s'est produit près. Rarement, un partenaire résonnant à l'apocentre peut maintenir la distance au péricentre malgré tous les autres couples des bergers fantômes qui gardent une famille de monde en vie en figeant l'angle dangereux où les marées serraient autrement trop fort. Et la déchirure n'est pas un coda mais un chapitre. Franchissez la ligne étroite et le voyageur s'allonge en un courant, les segments intérieurs filent en avant, les extérieurs traînent, et quand la boucle se referme, les chocs de l'auto-intersection allument le gaz et giflent la poussière en un anneau brisé qui précesse. Les grains chargés dans cet anneau dérivent le long des lignes de champ, peignant des pinceaux polaires. Si un traceur d'arrière-plan brillant rase derrière, la courbe de lumière subit une pile de creux au bord rasoir espacés par l'épaisseur de l'anneau et décalée par le hochement. Cette signature est un décodeur pour la masse et le spin du moteur central et un post-mortem pour le monde qui a raté le corridor d'un cruel pourcentage. Tout s'échelonne, donc le Commonwealth des constellations écrit des variations sur le thème. Dans une métropole où le noyau est lourd et nourri, le bain de photons à une unité astronomique pendant les flambées rivalise avec le midi sur des mondes ordinaires, des pots volatiles bouillent, des usines à brume rugissent, et des sillages de poussière sont certains. Dans un boro plus calme au moteur plus maigre, le rayonnement sculpte la chimie sans beaucoup de chaleur, les atmosphères s'épaississent de polymères et de nitriles qui neigent dans les mois suivant le péricentre et se sublimant l'année suivante, dessinant une boucle saisonnière sans soleil impliqué. Dans les provinces barrées, des voies de gaz favorisent la capture par traînée puis rassemblent les survivants en ceinture aux directions de péricentres partagés. Dans les Bournins, le corridor sur est si étroit que la brume intérieure est continuellement rafraîchie par de nouveaux rubans et que les arcs de poussière sont jeunes et brillants. Si une intelligence chevauche un de ces rosettes, son ingénierie ne ressemblerait en rien au culte de la lampe des civilisations ordinaires. L'énergie arrive en poussée prévisible par marée et induction, les puits de chaleur sont la grande nuit, des contre-jours sur la ligne de visée sont partout grâce au cerceau de photons. Les réseaux électriques apprendraient à boire la semaine chaude et à dormir le lointain hiver, les laboratoires de chimie cadenceraient leurs radicaux sur la pluie aurorale, les observatoires traiteraient l'anneau de photons comme une lampe d'étalonnage glissant à travers le ciel. Les technosignatures pulseraient avec l'orbite, une chaleur perdue qui culmine près du péricentre mais s'attarde plus longtemps que la seule géologie ne le permettrait, une radio cohérente qui chevauche les bandes d'induction, des schémas artificiels de dissipation de brume qui s'opposent à la production photochimique.
Même sans de tels artifices, la cadence naturelle est assez généreuse pour être trouvée avec des instruments patients et un appétit pour le subtil. Depuis le haut balcon où nous nommons les choses, la Fédération lumineuse n'est qu'une autre galaxie, un frottis au cœur brillant. Au niveau où les orbites rappent la physique à vif, c'est un atelier pour des mondes qui ont échangé la lumière du jour contre une règle plus profonde. Ils gardent des éphémérides dans des veines de verre et des couches de sel, promettent leur tempête par géométrie plutôt que par lever de soleil, et ajoutent leur souffle discret et périodique à la lueur qui marque le centre de l'union étoilée. Appelé cet autre un quartier spiral, un dominion stellaire, une ville de lampes, les noms sont des costumes. La loi dessous est toujours la même, si un vagabond peut céder juste assez d'énergie sans se rendre lui-même, le noyau en fera un citoyen, et la rosette fera le reste. La rotation est le conspirateur silencieux qui décide comment vieillit un voyageur capturé. Les couples de marée tentent de verrouiller la rotation sur une résonance avec l'orbite, la cible n'est pas un amical une comme pour des lunes ordinaires mais un compromis changeant, parce que la planète passe presque tout son temps à ramper et quelques jours à sprinter. Beaucoup de monde se stabilise en culbute chaotique avec des états préférés près de 3h02 ou 5h02 entre rotation et mouvement moyen, puis saute lorsque la précession du péricentre fait dériver la fréquence d'excitation. L'obliquité n'est pas non plus une noble constante, les approches proches arrachent l'axe de rotation, et tout noyau liquide ou océan sous-glaciaire agit comme un cardan qui retarde le couple, transformant chaque plongée en une petite inclinaison cumulative. Sur des milliers de boucles, l'intérieur choisit une rhéologie pour vivre de type Maxwell si les chaud et humide, de type Andrade si les réseaux cristallins dominent et ce choix fixe l'efficacité avec laquelle l'énergie orbitale devient chaleur. Une coquille de glace caoutchouteuse avec un temps de relaxation de quelques heures répond à la marée comme un tambour, un manteau vitreux avec un temps de relaxation de quelques années encaisse le coup tard, étalant le chauffage sur les mois de croisière et réécrivant la courbe thermique. L'échappement est un grand livre à 2 colonnes, thermique et non thermique, et le péricentre crédite les deux. Pendant la semaine chaude, les photons X et UV pompent la thermosphère jusqu'à ce que l'exobase enfle. Si l'énergie de liaison par particule est assez faible, un vent hydrodynamique décolle et la perte de masse devient à énergie limitée, proportionnelle au flux de haute énergie incident et au cube du rayon planétaire divisé par la masse. Là où les photons ne peuvent pas finir le travail, les particules sans charge, l'échange de charge et le sputtering arrachent des atomes lourds, et des ions pick-up les emportent dans l'écoulement magnétisé. Les manteaux d'hydrogène survivent par la simple réserve, l'air rocheux survit par le poids moléculaire et en se cachant dans des pièges froids entre les plongées, les mini-Neptunes marchent sur une ligne où quelques centaines de millions d'années de saisons de fournaise peuvent peler leurs enveloppes externes et laisser des super-terres chaudes avec des cicatrices photochimiques. Chaque kilogramme perdu est une page arrachée au futur coffret de chimie, et pourtant ces pertes même écrivent des signaux dans les raies du sodium et du potassium, dans la lueur oxygène lointain UV, et dans des chuchotements radio de courant pick-up qu'un télescope patient peut compter. Les processus de surface répondent à leurs propres horloges. Sur la roche, des séismes de marée coussent des réseaux denses de microfailles qui rampent à la félie et se déverrouillent à la plongée, des veines de minéraux haute pression figent en millisecondes, vitrifiant des traceurs de direction de contrainte comme des flèches sur une carte. Sur la glace, des canaux de saumure s'assemblent en tissus qui se souviennent de la douzaine de dernières semaines chaudes, à mesure que la convection se renforce, des diapires de glace chaude et salée montent, s'arrêtent, et laissent des plaines criblées de fosses là où ils ont percé, des reliefs qui seraient pris pour des calderas cryovolcaniques ailleurs. Si une croûte carbonée gît peu profonde, l'ultraviolet au péricentre cuit des résidus polyaromatiques qui assombrissent la surface et accentuent les contrastes thermiques. Lorsque la planète revient à l'obscurité, ces contrastes entraînent des vents catabatiques sous un ciel sans étoiles, soulevant des poussières qui ensemencent les brumes de la saison suivante. Un monde avec même une modeste biosphère traiterait ces pulsations comme fête et famine, des enzymes cadencées sur la saison électrique préarmeraient les voies de réparation, des membranes se raidiraient contre les peroxydes, et des réseaux métaboliques s'épanouiraient quand des oxydants pleuvent et dormiraient quand le garde-manger baisse. Le comportement du moteur central compte, et les hubs à travers la République de lumière offrent un spectre d'humeur. Dans un centre-ville bien nourri, l'écoulement intérieur est épais, le bain de photons est brillant, et la topologie magnétique change à des échelles de temps humaines. Des citoyens capturés voient des semaines de fournaise qui rivalisent avec des midis sur des mondes ordinaires et des tempêtes d'induction qui allument des ciels polaires comme des continents. Dans un quartier plus maigre, la lueur est dure mais faible, la chimie est sculptée plus que cuite, et les atmosphères évoluent vers des mélanges lourds et têtus qui traversent les années en polymérisant en altitude et en faisant pleuvoir de minces films qui crépitent sous de faibles aurores. Dans les provinces barrées,
des voies de gaz ensemencent une douce traînée qui arrondit les orbites et rassemble les survivants en ceinture aux longitudes d'approche minimale partagées, dans des cantons nains au cœur léger. Les voies de survie se rétrécissent jusqu'à ce que la pierre doit flirter si près du bord que les rubans dépassent les rosettes et que la brume intérieure est jeune et constamment renouvelée. Les foules engendrent des résonances, et même des mondes qui ne se rencontrent jamais se modifient mutuellement. Près de l'apocentre, des commensurabilités de mouvements moyens piègent des paires dans des échanges de moments angulaires sur des battements lents qui maintiennent leur péricentre hors du danger, une société de secours mutuel de citoyens invisibles. Plus près du centre, des résonances séculaires liées au taux de précession de tout l'amas peuvent pomper les inclinaisons tout en amortissant les excentricités, échangeant le risque de plonger contre des boucles inclinées qui peignent la lueur intérieure de poussière à haute latitude. À l'occasion, un vestige compact sur une trajectoire plongeante bouscule les dés, une brève rencontre forte retourne le plan orbital d'un survivant ou pousse l'excentricité au-delà de la ligne sûre, et une future semaine chaude devient la dernière. Si une lune ou un anneau était du voyage, son destin devient un horodatage, où dans l'orbite le pelage s'est produit, quelle épaisseur l'arc a prise, dans quel sens les spirales ont été torsadées par le hochement et des indices conservés dans des flashs polarisés qui arrivent comme une ponctuation avant la crête thermique. Les stratégies de détection récompensent les observateurs obstinés. Le chronométrage en moyen infrarouge reste l'encre, parce que la chaleur dit la vérité, des pics qui reviennent à leur rampe en phase à mesure que le chemin pétalé avance, des largeurs qui diagnostiquent la capacité thermique, des queues qui séparent glace de roche de gaz. La radio basse fréquence, si elle est captée, donne des crochets nets pour accrocher les modèles, des salves aurorales qui cartographient les gyrofréquences et donc les intensités de champ dans l'écoulement, des crépitements de reconnexion qui horodatent la géométrie de la magnétotaille, des intervalles calmes qui révèlent quand la planète glisse le long des lignes de champ au lieu de les couper. La polarimétrie optique et proche infrarouge traque de petites lueurs hautement polarisées de poussière diffusées vers l'avant dans des anneaux transitoires, la spectroscopie pendant la semaine chaude traque des raies alcalines élargies et un faible oxygène interdit, tandis que des oreilles submillimétriques écoutent des bosses de continuum des sillages de poussière chaude. Empiler une poignée d'orbites, pliée par la période changeante, et la masse centrale tombe, suivez le hochement des pics de polarisation par rapport aux crêtes thermiques, et le spin suit, mesurez la vitesse à laquelle l'heure de pic dérive, et le quadrupole pointe. Un test de savoir si la gravité de la turbine sombre est aussi chauve que l'énoncé sans cheveux l'affirme. Des expériences de pensée en ingénierie affinent le tableau. Une civilisation suivant une telle trajectoire construirait des réseaux qui se rechargent par marée et induction. Pas au soleil, les puits de chaleur seraient la nuit profonde, des observatoires utiliseraient l'anneau de photons comme un étalon mobile balayant l'horizon à chaque semaine de fournaise. Si elle cultivait la chimie, elle cadencerait des réacteurs sur la pluie d'Occident et ferait circuler des saumures dans la roche poreuse quand les marées sont hautes. Si elle signalait, sa chaleur perdue culminerait trop symétriquement à moins d'intervention, sa radio chevaucherait les bandes d'induction où la nature crie aussi, sa brume se dissiperait avec une phase qui combat la production photochimique. Rien de tout cela n'est nécessaire pour étayer l'argument, mais cela signifie que des technosignatures ici seraient périodiques, verrouillées par la géométrie, et superposées à une cadence écrite par la gravité elle-même. Les chapitres les plus fragiles laissent les traceurs les plus nets. Lorsqu'un voyageur se trompe de corridor et s'allonge en un courant, l'anneau brisé qui s'ensuit précède comme un métronome lent, chaque fois qu'ils se croisent, les chocs éclairent le gaz et le brouillard intérieur lui en arc. Des grains chargés dérivent en panache polaire alignés avec le grand champ, si ces pinceaux passent devant un traceur d'arrière-plan brillant, la courbe de lumière descend et remonte avec des arêtes tranchantes qui se répètent avec l'épaisseur de l'anneau et hoche avec la dérive du plan. Lisez quelques saisons de ces marches et vous pouvez reconstruire l'inclinaison de l'anneau, le taux de précession, et donc le spin central, une autopsie qui fait aussi office de carte des contours gravitationnels les plus profonds de la ville. Tout cela transforme le cœur du dominion lumineux d'une étincelle décorative en laboratoire où des mondes échangent la lumière du jour contre un rythme plus strict. Les citoyens capturés gardent leurs dents des veines de verre et des bandes de sel, écrivent des calendriers en nitrates auroraux et en gel polymère, et font évoluer des climats qui répondent au péricentre plutôt qu'à midi. Ils rendent la brume intérieure plus épaisse ou plus fine, ils ensemencent des arcs de poussière qui chuchotent en polarisation, ils se plient en chaleur qui ressort en infrarouge que quiconque patient peut chronométrer. Appelez-le une municipalité stellaire, une conurbation radieuse, une république de lampes, une cité de soleil. Le nom est une étiquette posée sur une loi qui ne change pas, tombez vers le puits le plus profond que vous pouvez trouver, dépensez de l'énergie pour survivre au passage le plus proche, stocker la mémoire dans la pierre et la glace, et revenir à l'heure prévue jusqu'à ce qu'un coup mette fin à l'histoire ou que l'orbite s'arrondisse en une vie plus calme.
Avec le temps, l'électricité du mouvement écrit une architecture à travers les cieux du voyageur. Des ailes d'Alfvén attachent le globe à la lueur intérieure comme des haubans invisibles, là où ces systèmes de courant se ferment à travers l'ionosphère, de minces jets de vent neutre se lèvent et creusent des chenaux durables dans la haute atmosphère. Ces voies deviennent les autoroutes préférées des produits photochimiques après chaque semaine de fournaise, si bien que des nitriles et des peroxydes migrent le long de grands cercles répétitifs qu'un spectrographe pourrait cartographier comme des rubans verrouillés à la saison. Si la dynamo du monde est forte, l'induction le pousse vers un quasi-état stationnaire dans lequel la conductivité de Pedersen de l'ionosphère augmente pendant la plongée, élevant la fraction de chauffage joule et décalant la crête thermique légèrement plus tôt que ne le prédiraient les marées seules. Cette avance de phase est faible mais diagnostique, quelques degrés en anomalie vraie qui distingue un manteau de glace d'un manteau rocheux, un noyau mort d'un noyau vivant. L'évolution du spin ne cesse jamais de négocier. Des couples de type YORP apparaissent même sans soleil parce que le champ de rayonnement près du péricentre est anisotrope et que la surface émet la chaleur avec un fort contraste longitudinal. La poussée de recul net de cette lueur thermique inégale aiguillonne les taux de rotation au fil de nombreux tours. Ajoutez un anneau asymétrique ou une forme triaxiale et la culbute de la planète devient une lente promenade à travers des résonances, avec de brèves fenêtres de stabilité apparentes suivies de basculements chaotiques lorsque le péricentre avance dans une géométrie malchanceuse. Les marées d'obliquité se couplent à cette danse, pompant l'énergie le plus efficacement lorsque l'axe de rotation flirte avec certaines inclinaisons. Des mondes peuvent s'auto-accorder à ces inclinaisons chaudes puis s'en éloigner à nouveau à mesure que la rosette s'ouvre pétale par pétale. Les anneaux racontent leur propre histoire patiente. La traînée de Poynting-Robertson et la traînée plasmatique agissent toutes deux au péricentre, raccourcissant les demi-grands axes des particules par à-coups. Entre les plongées, le refroidissement collisionnel et l'autogravité reconduisent les débris vers des bandes étroites. La précession différentielle sous le quadrupôle central torse et bande en code-barre spiraux répétitifs. La traînée de référentiel ajoute un enhochement qui soulève et abaisse le motif par rapport à l'équateur de la planète. Lisez ce code-barre sur une poignée d'orbite et le signe du spin central prograde ou rétrograde tombe, avec une mesure grossière de son amplitude. Si une petite lune bergère survit, son sillage sculpte des festons dont l'espacement fixe la masse de la lune. Si la lune est pelée durant une saison particulièrement rude, la perte soudaine imprime un changement net de la profondeur optique de l'anneau qui devient un horodatage du rétrécissement du corridor. La géophysique transforme l'orbite en minéralogie. Aux pressions rencontrées à quelques centaines de kilomètres de profondeur, des silicates franchissent des frontières de phase qui séquestrent différemment l'eau et le carbone. Des impulsions au péricentre peuvent entraîner des fronts éphémères de déshydratation ou de décarbonatation qui montent comme des vagues. Ces fronts laissent des veines vitreuses pauvres en volatiles figés à l'échelle de la minute, un code mort signé qui enregistre non pas la météo mais la géométrie. Dans la glace, des clatrates se forment et échouent en chemin. Des cages de clatrates de méthane se construisent entre les plongées et s'effondrent lorsque la pression chute dans des fractures pompées par les marées, ventilant des panaches qui peignent la neige voisine d'organique sombre avant que l'hiver froid ne scelle les trous. L'effet cumulatif est une croûte qui paraît avoir subi des ères alternées d'impact et de volcanisme, sauf que les espacements sont d'horlogerie et que la provenance est la gravité, non le hasard. La municipalité radieuse qui accueille tout cela fournit des contre-jours gratuitement. L'anneau de photons est une lampe d'étalonnage mobile. Les étoiles d'arrière-plan dans la seconde d'arc intérieur du noyau sont nombreuses. Des filaments de gaz ionisé traversent le quartier comme des enseignes au néon. Un sillage de poussière transitoire du voyageur, vu contre l'un de ses fonds, polarise la lumière par diffusion avant. Le degré et l'angle de polarisation culminent légèrement avant la crête thermique, et le décalage grandit si le plan orbital hoche sous l'effet du spin du noyau. Dans le grand livre d'un observatoire, cela signifie des courbes de phase thermique dans le moyen infrarouge pour ancrer la chaleur, de la polarimétrie dans le rouge et le proche infrarouge pour chronométrer les éclairs de poussière, un suivi submillimétrique pour les masers cyclotroniques induits, et des spectres à haute dispersion autour des doublets du sodium et du potassium pour capturer des exosphères gonflées élargies par la pression et brassées par le sputtering. Empiler quelques orbites, pliées selon la période qui dérive, et la masse, le spin et le quadrupôle de la citadelle centrale se déduisent sans une seule éclipse. La pensée en termes de population transforme les anecdotes en recensement. Des disques éjectent des vagabonds par milliards, des amas nucléaires dans des archipels stellaires exécutent des échanges à trois corps comme une routine, des voies de gaz dans des provinces barrées épaississent le milieu et rendent la capture aérodynamique plausible pour tout, du gravier au nain glacé. La section efficace de capture pour des paires-planètes étoiles rasant un moteur central s'échelonne avec la densité de binaire et la dispersion de vitesse du centre-ville, les deux augmentent vers le noyau.
Même si seule une fraction d'interactions finissent en résidence, l'apport régulier sur des gigannées implique une population de l'ombre, des citoyens froids sur des rosettes excentriques, une minorité déchiquetée en ruban, une plus petite minorité circularisée en braises tièdes et pâles qui ensemence la brume intérieure de poussière. Leur effet intégré est peut-être déjà dans nos données comme une variabilité excédentaire, cohérente en phase, et de faibles arcs répétés à l'intérieur de la lueur centrale qu'aucun rémanent de supernova n'explique vraiment. L'habitabilité, dépouillée de lumière du jour, devient une question de budget, de bouclier et de timing. Un océan d'hydrogène sous un ciel lourd peut rester à des températures ambiantes en profondeur même pendant la longue côte, la convection bouclant entre les oxydants déposés par l'aurore et les réducteurs percolants depuis des systèmes hydrothermaux pompés par les marées. Une vie qui évoluerait en un tel lieu n'utiliserait pas de cycle diurne, elle s'entraînerait à la semaine de fournaise, préarmant la réparation de l'ADN, changeant la chimie membranaire, et thésaurisant ou déversant des antioxydants selon le calendrier. Des biosignatures, si elles s'échappent, seraient orbitales, des gaz traces qui culminent dans une fenêtre de phase prévisible, des changements d'albédo spectral provenant de films transitoires déposés après le péricentre, peut-être même un faible silence radio périodique si une biosphère apprend à surfer sur la météo d'induction plutôt que de la combattre. Rien de tout cela n'est nécessaire pour que la physique chante, c'est simplement ce que la chimie et le temps permettent quand la géométrie tient l'horloge. Pousser les paramètres et la République constellée répond par des extrêmes. Autour d'un souverain central réellement massif, le rayon de marée pour la roche qui se glisse à l'intérieur de l'anneau de photons se trouve encore hors de l'horizon, si bien qu'une super-Terre riche en fer peut frôler périlleusement et vivre, la relativité domine alors le récit, étalant le ciel de lumière fait sauter et poussant la crête thermique vers l'amont à chaque passage. Autour d'un cœur léger dans un canton nain, le corridor se rétrécit jusqu'à ce que le chauffage au péricentre et la pression dynamique franchissent dans la démolition, si bien que les rubans sont communs et que des anneaux brisés précessent comme de lents métronomes qui modulent la brume intérieure. Dans des capitales riches en gaz, la capture par traînée écrit des familles aux longitudes d'approche minimale partagées, dans des districts austères, les survivants sont ceux qui ont eu la chance de tomber dans des résonances durables qui figent un péricentre sur pendant que tout le reste précesse. De très loin, l'île des Soleils n'est encore qu'une flamme douce dans une pièce sombre. De près, son centre-ville fourmille de citoyens cachés qui ont appris à garder leur part la courbure. Ils portent des cicatrices aurorales plutôt que des couchers de soleil, stockent la chaleur dans les marées plutôt que dans l'été, et écrivent leur histoire en veines vitrifiées, en bandes salées, en éclairs polarisés, et en souffles infrarouges qui reviennent à l'heure. Ils transforment un hub galactique ce quartier spiral, cet arrondissement lumineux, cette capitale stellaire en métronome. Et la règle qui les admet est dépouillée, impitoyable et étrangement généreuse, cédez la bonne quantité d'énergie au bon endroit, franchissez le corridor sans vous défaire, et vous pourrez échanger la lumière du jour contre l'appartenance, revenant encore et encore le long d'un chemin pétalé que seule la gravité pourrait tracer. Point le ciel au-dessus d'un tel voyageur n'est jamais deux fois le même, et les différences tiennent moins à la météo qu'à la géométrie. À mesure que la vitesse grimpe, l'aberration entraîne tout le firmament vers l'avant, les étoiles d'arrière-plan se tassent en un coin lumineux, leur spectre décalé vers le bleu par Doppler, tandis que le ciel opposé s'éclaircit et rougit. La lentille ajoute un second tour, lorsque le globe balaie des paramètres d'impact changeants, des caustiques griffonnent de pâles arcs mobiles à travers les cieux, bref mirage de soleil lointain plié par la courbure. Près du segment rasoir, l'anneau de photons de la citadelle centrale s'éclaire en un cerceau décalé, sa brillance module avec le spin de l'écoulement interne, et sa position rampe d'année en année à mesure que la rosette s'ouvre. Avec un petit télescope et de la patience, des habitants, s'il en existe, pourraient traiter ce cerceau comme un métronome dérivant, étalonnant des horloges et des interféromètres à grande base grâce à une lumière qui n'est pas une lampe mais un trajet. Sous ce dôme changeant, la chaleur ne vient pas d'un hémisphère mais d'une harmonique. Des marées de degrés de peigne de lobes chauds qui poursuivent la longitude du sous-péricentre, la viscosité décide si la crête devance ou retarde la contrainte. Dans une coquille de glace molle, le pic arrive tôt et se dilue en une large ceinture, dans une roche plus vitreuse, il arrive tard et haut, une contusion thermique qui glisse sous des courants jets. La circulation qu'il engendre est étrangère aux mondes éclairés par le soleil, superrotation née de contrastes de pression longitudinaux, ondes de gravité qui déferlent là où les marées focalisent, et marées atmosphériques qui entrent en résonance avec la marée du corps pour amplifier ou atténuer le chauffage par de petits déphasages. Accoupler cela à une couronne magnétique et le résultat est un grand livre énergétique à 3 couches: chauffage joule en altitude, dissipation de marée en dessous,
et travail advectif entre les deux qui inscrit des décalages caractéristiques dans la courbe de phase en moyen infrarouge. La chimie répond autant en isotopes qu'en molécules. Chaque semaine de fournaise arrache d'abord les atomes les plus légers, l'hydrogène et l'azote s'échappent avec un fractionnement qui enrichit le deutérium et les isotopologues lourds au fil des saisons. Le sodium et le potassium, arrachés par sputtering de la surface et des sommets nuageux, s'élargissent en grosses raies aux ailes non maxwelliennes parce que les ions pick-up échantillonnent l'espace des vitesses de manière inégale. Des nitriles polymérisent en brume de tholin qui s'effondrent en givrage brun lorsque le monde revient à l'obscurité, des peroxydes et des azotes réactifs, NOx, pleuvent dans des saumures, où ils oxydent des sulfures et entraînent une serpentinisation qui réémet de l'hydrogène vers le haut, une boucle redox fermée cadencée par la gravité. Si la biologie rejoint un jour la conversation, elle héritera de ses horloges et de ses chimies, des enzymes se préarment pour les salves de rayonnement, des membranes échangent leurs insaturations pour surfer sur les marées de peroxyde, et des métabolismes thésaurisent des oxydants déposés aux calottes aurorales, puis les dépensent durant les longs mois sombres en dessous. Au profond, la physique des minéraux dirige la partition. À mesure que pression et température franchissent des frontières de phase sur une cadence mensuelle, l'olivine change de polymorphe, décline au pyroxène exsolve, et l'eau migre entre sites de réseau et fusion. De brèves impulsions durent près de l'approche minimale poussent des fronts de déshydratation vers le haut, durant la croisière, la réhydratation rampe vers le bas le long des limites de grain. L'alternance soude des veines vitreuses qui figent en quelques minutes, des flèches pointant vers l'axe de marée instantané. Dans la glace, des clatrades se bâtissent dans les pores pendant le long hiver, puis s'effondrent quand la pression chute dans des fractures pompées par les marées au moment de la plongée, ventilant des bouquets de cristaux de méthane qui retombent sous le vent comme des lapillis volcaniques. Même un monde mort devient diariste, des micro-séismes au mode propre du corps teintent à chaque passage, et leur lente dérive en fréquence à mesure que l'orbite s'épaissit ou s'amincit est un sismogramme de l'évolution orbitale. Les anneaux et les gravats ajoutent leur ponctuation. La traînée de Poynting-Robertson n'est pas ici pilotée par le Soleil mais par la fournaise, le bain de rayonnement anisotrope au péricentre fait le travail, grignotant les demi-grands axes par à-coups. La traînée plasmatique apporte une impulsion lorsque l'anneau percute le choc d'étrave. Entre les poussées, des sillages d'autogravité et des collisions inélastiques refroidissent les débris en voies étroites, pour que la précession différentielle les vrille ensuite en code-barres spiraux dont l'espacement enregistre le gradient de gravité local et le quadrupôle central. Une petite lune bergère qui s'est accrochée sculptera des festons, si cette lune est pelée durant une saison dure, la profondeur optique chute brusquement et reste basse à un horodatage en géométrie. Les foules font des corridors. Près de l'apocentre, des résonances de mouvements moyens entre des citoyens autrement invisibles peuvent verrouiller les distances au péricentre, figeant l'angle dangereux tandis que le plan hoche. Des résonances séculaires liées au plus grand amas échangent l'excentricité contre l'inclinaison, envoyant certains survivants sur des boucles de haute latitude qui ensemencent la lueur intérieure de poussière polaire. À l'occasion, un vestige compact plonge une étoile à neutrons sur une trajectoire excentrique, un petit trou noir lors d'un passage plongeant et pousse l'ellipse d'un voyageur au-delà de la ligne rouge. L'après-coup est lumineux et diagnostique, un fin courant s'enroule en phase, s'auto-intersecter, et construit un anneau brisé dont le taux de précession est une mesure nette du spin central, des grains chargés dérivent en pinceau polaire qui, lorsqu'ils glissent sur un filament rétro-éclairé, taillent dans une courbe de lumière des creux aux arêtes de couteau qui marchent avec l'épaisseur de l'anneau et hochent avec la traînée de référentiel point VU de bien loin de la ville lampe, les signes sont subtils mais empilables. Des courbes de lumière en moyen infrarouge qui culminent alors mais rampent en phase à mesure que le péricentre avance, des salves submillimétriques qui se groupent à des anomalies vraies prévisibles là où l'induction mord le plus, des éclairs polarisés qui arrivent juste avant le pic de chaleur lorsque la poussière diffusée vers l'avant ceint le globe, des raies alcalines élargies par la pression et relevées par le sputtering durant la semaine chaude. L'astrométrie de précision dans la seconde d'arc intérieur de la capitale galactique ajoute un levier statistique, même si l'attraction d'aucune planète ne saute aux yeux, une population fait onduler les orbites des faibles traceurs d'une manière qu'un interféromètre à longue mémoire peut extraire. En ondes gravitationnelles, seuls les survivants les plus serrés et les plus massifs murmureront dans les bandes aux millihertz des chuchotements à extrême rapport de masse à l'échelle planétaire mais si l'arrondissement lumineux est généreux, il y en aura plus d'un, et leur phasage en cœur cartographiera la métrique la plus profonde là où photons et poussière ne peuvent aller. Le long destin d'une sphère capturée est un lent marché avec la dissipation. Les marées à l'intérieur du monde gonflent l'ellipse et relèvent le péricentre, une faible traînée hydrodynamique près de l'écoulement interne vole du moment angulaire spécifique, des coups résonnants des voisins ajoutent de la stochasticité.
Beaucoup de trajectoires s'arrondissent vers des braises tièdes et pâles filant à l'intérieur de la brume interne, où le globe perd de fines particules solides qui catalysent la fabrication de molécules dans la lueur. Une minorité voit son excentricité monter par à-coups jusqu'à ce que le corridor se resserre à néant et que le monde devienne ruban, anneau, puis enfin brouillard. Augmenter l'échelle du souverain central et la voie sur pour la roche s'élargit en fait, le gradient s'adoucit si bien qu'une super-terre riche en fer peut frôler à l'extérieur de l'anneau de photons et vivre, réduisez jusqu'à un canton nain et la survie exige une visée presque impossible, si bien que les filets et les cerceaux nouveau-nés deviennent la norme. Le spin et l'obliquité ne se fixent jamais vraiment. Une réémission anisotrope près du péricentre nul besoin de soleil agit comme un moteur YORP, chuchotant un couple dans des terrains inégaux et des anneaux dissymétriques, la culbute chaotique bascule entre des îlots résonnants, 3h2 pendant quelques siècles, 5h2 pendant quelques autres, puis un flip soudain lorsque l'angle du pétale tombe mal. Les marées d'obliquité sirotent l'énergie au mieux à des inclinaisons particulières, et des intérieurs avec océan ou noyaux liquides prennent du retard sur le couple, cliquetant l'axe de fraction de degrés par milliers d'orbites. Tout cela est visible en principe parce que cela change le phasage de la chaleur, la largeur de la crête, et l'angle de polarisation des éclairs de poussière. Une carte de ces dérives sur quelques années est une sonde intérieure du pauvre glace contre roche contre gaz, noyau mort contre dynamo vivante lue à travers des parsecs. Même l'arrière-plan se transforme en outil. Des pulsars frôlant le boreau intérieur lancent des tics radio réguliers, lorsque le voyageur se glisse entre nous et l'une de ses horloges, la longueur de trajet se décale de dizaines de microsecondes par délai de Shapiro dans le puits central et de quelques nanosecondes de plus par la gravité propre de la planète, modulée à la phase orbitale. Empilez assez de passages, et vous isolez la petite signature périodique d'un monde qui ne transite jamais rien et ne réfléchit presque aucune lumière du tout. Si un filament brillant serpente derrière le globe au péricentre, la micro-lentille par la planète fait brièvement grimper l'éclat du filament avec une bosse asymétrique à deux pics dont la séparation encode le rayon d'Einstein et donc la masse, détectez deux telles bosses à un an d'intervalle, rampant plutôt par l'avance absidale, et vous aurez pesé un objet nocturne par la seule géométrie. Faites glisser l'imagination vers l'ingénierie et les contraintes se précisent plutôt qu'elles ne se brouillent. L'énergie vient des marées et de l'induction, les puits de chaleur sont une nuit inépuisable, la communication aime les bandes basses fréquences où la physique aurorale crie déjà. Les infrastructures se regrouperaient le long des ombres de contraintes qui refroidissent entre les semaines de fournaise, le forage suivrait des nœuds sismiques qui sonnent le plus fort à chaque passage, l'agriculture, si la chimie mérite ce nom, serait à base de saumure, cadencée par le redox, et abritée sous des mètres de glace ou de roche. La chaleur perdue culminerait trop symétriquement à moins d'être gérée, le dégagement des brumes combattrait la production photochimique sur un calendrier écrit par l'orbite, des balises radio éviteraient ou exploiteraient les gyrofréquences où le ciel est le plus bruyant. Même sans artifice, la cadence naturelle est thermique, polarimétrique, spectroscopique, astrométrique et nous donne tous les points d'appui nécessaires. Depuis une crête lointaine où nous étiquetons des structures entières, le dominion spiral est une braise douce avec un noyau brillant. Descendez au niveau où une seule sphère capturée tient l'heure, et ce noyau est une machine qui écrit la mémoire dans la matière. Des planètes sans aube deviennent des horloges, des anneaux se transforment en code-barres, des sillages de poussière en polariseurs, des veines de verre en flèches qui pointent vers le péricentre longtemps après que l'orbite a changé. La règle de la municipalité radieuse est austère mais habilitante, cédez la bonne énergie au bon endroit, enfilez le corridor, et la ville des lampes vous accordera une trajectoire qui se répète. À chaque retour vous serez rasé par des champs, cuit par des photons, pétri par des marées, et lancé par la géométrie et si vous êtes têtu, vous apprendrez à vivre avec, laissant des signaux sur tout le spectre pour quiconque, n'importe où dans l'île des lampes, c'est lire un battement tracé par la gravité.